En 2024, la Terre a été rejointe par une mini-lune qui a orbité autour de notre planète pendant 2 mois. Elle est restée un moment, a accompli quelques tours, puis, comme tout invité courtois, elle est repartie. Elle a repris son chemin autour du Soleil. Cependant, les astronomes indiquent à présent qu'un autre rocher accompagne la Terre non pas depuis quelques semaines, mais depuis 60 ans. C'est un phénomène rare et singulier, désormais qualifié de quasi-lune. Mais que signifie exactement ce terme? S'agit-il d'un satellite de secours? À la différence de notre Lune, à la fois mystérieuse et fascinante, qui éclaire nos nuits et affecte les loups-garous, une quasi-lune ne gravite pas autour de la Terre. Elle suit plutôt une orbite autour du Soleil, en quasi-parfaite synchronisation avec nous, comme un coureur qui effectue un marathon à votre rythme. L'espace n'est calme qu'en apparence. En vérité, il est plutôt chaotique. Le Soleil, la Lune, la Terre et même les autres planètes s'attirent constamment, tout comme les petits corps célestes tels que ces rochers. La plupart des astéroïdes ne peuvent maintenir cet équilibre fragile longtemps. Ils sont soit dérivés vers une nouvelle orbite, soit attirés vers la Terre, soit projetés dans l'immensité de l'espace. Voilà pourquoi il est rare d'en observer plus d'un ou deux simultanément. La plupart ne peuvent conserver cet équilibre. Ils font partie d'une famille plus vaste appelée les coorbitaux. En réalité, les astronomes les classent en différents types selon leurs mouvements relatifs à la Terre. Mais contrairement à la véritable Lune, qui nous accompagne depuis les origines, ces visiteurs ne restent pas éternellement à nos côtés. Certains nous accompagnent pendant quelques décennies, d'autres pendant plusieurs siècles, avant de s'éloigner sous l'effet de la gravité d'un autre corps céleste. Un peu comme un chien qui file chez le voisin après avoir perçu l'odeur du bacon. Une autre caractéristique des quasi-lunes est leur taille. La plupart sont minuscules, à l'échelle d'un bâtiment, voire plus petites encore. Elles sont si peu lumineuses qu'elles peuvent se cacher parmi les étoiles. Pourtant, elles demeurent importantes. En les étudiant, les astronomes apprennent comment se déplacent les petits objets proches de la Terre et combien de temps ils peuvent rester captifs de sa gravité. Les quasi-lunes se trouvent plus proches que d'autres astéroïdes sur la même trajectoire, ce qui faciliterait leur accès. Un jour, elles pourraient servir de tremplin dans l'exploration spatiale. La Terre a déjà eu quelques-uns de ses compagnons, comme 2016 HO3, surnommé le compagnon permanent de la Terre. Il ne mesure qu'environ 90 mètres, mais suit notre rythme depuis près de 100 ans et pourrait continuer encore plusieurs siècles. Mais qu'en est-il du plus récemment découvert? Les chercheurs l'ont baptisé 2025 PN7. Comme nous l'avons dit, il se trouve avec nous depuis 60 ans et devrait rester à nos côtés encore environ 68 ans. Il est passé longtemps inaperçu en raison de sa taille extrêmement réduite, à peine 19 mètres de diamètre, soit à peu près la longueur d'une piste de bowling. Cela répond à la question de savoir si vous pourriez l'apercevoir vous-même, quand bien même vous sauriez précisément où regarder. Son histoire demeure quelque peu mystérieuse. Les astronomes n'ont pas encore déterminé sa composition. Pour l'instant, la seule chose que nous connaissions avec certitude est sa trajectoire. Certains quasi-lunes ne sont que des astéroïdes proches de la Terre tombés dans une orbite idéale, tandis que d'autres semblent être des fragments de la Lune elle-même. Par exemple, Kamo-Walewa, une autre quasi-lune, reflète la lumière presque de la même façon que les roches lunaires rapportées lors des missions Apollo. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu'il pourrait provenir d'un ancien impact massif. Il y a également 2024 PT5, une mini-lune temporaire, découverte à la fin de l'an dernier. Son étude révèle une surface ressemblant à du basalte lunaire, suggérant qu'elle proviendrait probablement de la Lune. Alors, comment ces quasi-lunes parviennent-elles à maintenir leur équilibre cosmique? C'est une simple illusion orbitale. Rappelez-vous, PN7, comme les autres quasi-lunes, ne tourne pas réellement autour de la Terre. Pour nous, il semble dessiner de paresseuses boucles le long de la trajectoire terrestre, comme des gribouillis dans l'espace. Pourtant, il ne prend jamais trop de retard ni ne s'éloigne trop. Les astronomes parlent de résonance 1 à 1. En clair, il effectue un tour autour du Soleil, chaque fois que la Terre en fait un. Autre question intéressante. Si ces quasi-lunes sont si proches de la Terre, pourquoi notre gravité ne les attire-t-elle pas? D'autant qu'elles sont petites et paraissent d'un proche. C'est qu'elles ne le sont pas réellement, quoiqu'elles appartiennent au groupe des objets géocroiseurs. Notre Lune se trouve à environ 384 000 km,
tandis que ses compagnons circulent autour du Soleil à des millions de kilomètres, bien au-delà de l'influence gravitationnelle terrestre. Cette attraction se manifeste dans une zone appelée la sphère de Hill, où la gravité de la Terre domine celle du Soleil. Imaginez-la comme une bulle d'un rayon d'environ 1 600 000 km. Tout objet à l'intérieur peut être capturé comme notre Lune. Dès que l'objet sort de cette bulle, le Soleil reprend ses droits. C'est exactement ce qui est arrivé à PT5, qui a été notre satellite légitime pendant 2 mois en 2024. En entrant dans la sphère de Hill, il a été temporairement capturé par la gravité terrestre et est ainsi devenu une mini-lune. Mais, étant de petite taille et se déplaçant rapidement, il a finalement glissé hors de cette bulle, et la gravité solaire l'a de nouveau emporté. Un autre type de coorbiteur, en dehors des quasi-lunes et des mini-lunes, est celui que l'on appelle les orbiteurs en fer à cheval. Ces roches spatiales ne s'éloignent pas beaucoup, mais depuis la Terre, elles semblent nous dépasser, ralentir, puis glisser derrière nous, avant de répéter le mouvement. C'est un peu comme une voiture de police banalisée vous suivant dans la circulation, changeant constamment de voie et revenant en arrière pour que vous ne la remarquiez pas. Suivez leur trajectoire depuis la Terre, et elles dessinent au fil du temps une grande forme de fer à cheval, d'où leur nom. Et ce ne sont là que les principaux co-orbiteurs. Il en existe en réalité beaucoup d'autres. Bien devant nous et bien derrière nous dans l'espace, certaines roches particulières, appelées astéroïdes troyens, occupent 2 positions spécifiques, une à 60 degrés devant la Terre, l'autre à 60 degrés derrière. Imaginez faire du vélo avec un ami bien en avance et un autre bien en retard, tous deux maintenant la même vitesse que vous. C'est exactement le comportement des Troyens. Ces zones, appelées points de Lagrange, sont des régions stables où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil se compensent parfaitement. Lorsqu'un objet s'y trouve, il peut y rester des millions d'années sans dériver. Jupiter possède des milliers de ses compagnons, tandis que la Terre n'en a que quelques-uns. Il existe ensuite les objets à orbite en forme de tétard, qui ne restent pas parfaitement immobiles dans un point de Lagrange, mais oscillent autour dans de larges boucles semblables à des haricots. Et si cela ne suffit pas à vous déconcerter, il existe aussi les Troyens sauteurs, les indécis. Ces corps célestes ne peuvent pas y choisir un camp. Ils restent quelques milliers d'années dans le hamac avant, puis dérivent lentement vers celui derrière nous, et inversement. Rare, étrange et fascinant. Ainsi, même si la Terre n'a qu'une seule grande lune dans le ciel, elle possède en réalité un groupe de compagnons spatiaux discrets. Certains décrivent des boucles, d'autres suivent, d'autres se cachent dans les recoins. Revenons maintenant au super pouvoir de notre Lune. Elle influence les marées, ralentit la rotation de la Terre et contribue à stabiliser l'inclinaison de notre planète. Sans elle, nos jours seraient plus courts, nos nuits plus sombres et les saisons bien plus chaotiques. La Lune joue aussi le rôle d'un immense bouclier, absorbant ou déviant certaines roches spatiales qui pourraient autrement heurter la Terre. Sans oublier son influence culturelle. Elle a inspiré mythes, calendriers, chansons d'amour et des millions de promenades mélancoliques sous la nuit étoilée. Les quasi-lunes ne peuvent y rivaliser. Mais elles restent importantes, à leur manière. Chaque quasi-lune nouvellement découverte nous aide à comprendre comment ces petits corps survivent dans tout ce chaos cosmique. En étudiant leur environnement, nous apprenons également sur nous-mêmes. Ils affinent notre capacité de détection et permettent d'améliorer nos modèles. Ainsi, bien qu'ils n'illuminent jamais le ciel nocturne, ils jouent néanmoins un rôle discret mais précieux dans la compréhension de notre singulier voisinage cosmique. La Lune est le 2e objet le plus brillant dans notre ciel. Et pourtant, parmi les autres corps célestes, c'est l'un des moins éclatants et des moins réfléchissants. Notre satellite naturel n'a l'air brillant que parce qu'il est proche de la Terre. En guise de comparaison, notre planète a l'air bien plus éclatante quand tu la regardes depuis l'espace. C'est à cause des nuages, de la glace et de la neige qui reflètent bien plus de lumière que la plupart des types de roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne serait 7 fois plus illuminé. Plus la lune est proche de l'horizon, plus elle a l'air grosse. Ce phénomène est appelé l'illusion lunaire. L'une des théories qui explique ceci affirme que l'atmosphère joue le rôle d'une lentille grossissante,
ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère avait quelque chose à dire, la Lune aurait l'air plus petite, sûrement pas plus grosse. La plupart des experts croient que l'illusion est créée par notre propre esprit. Il peut augmenter la taille de la Lune de plus du double. Quand le satellite de la Terre est assez haut dans le ciel, tu n'as pas de repère visuel pour t'indiquer sa distance. Mais quand elle est proche de l'horizon, tu peux voir des objets alentour en détail. Cela donne l'impression que la Lune est plus grosse, mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. D'ailleurs, tu peux t'amuser à vérifier cette illusion si tu te penches en arrière et que tu regardes la Lune à l'envers, à travers tes jambes. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été projeté dans l'orbite de la Terre et a commencé à voyager autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture de taille standard, c'est quand même quelque chose. Parmi les plus d'1 million d'astéroïdes que les astronomes ont recensés, ce n'est que le 2e à orbiter autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Elle ne sera pas avec nous pour longtemps, ceci dit. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et dérive lentement. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une trajectoire et une vitesse spécifiques pour être captés par la force gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils atterrissent et explosent contre une autre planète ou foncent dans une autre direction. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques à se produire sur la Lune. C'est un changement très furtif de lumière, de couleur ou d'un autre élément à la surface de notre satellite. Très couramment, ce sont des éclairs de lumière aléatoires. Les astronomes ont observé ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs arrivaient au hasard. Parfois, ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais d'autres ont duré des heures. En 1969, un jour avant l'alunissage d'Apollo 11, l'un des participants à la mission a remarqué qu'une partie du satellite naturel était plus illuminée que le paysage alentour. On aurait dit que cette zone avait une sorte de lumière fluorescente. Malheureusement, on ne sait pas dire si ce phénomène avait un lien avec les mystérieux flashs lunaires. Il se pourrait que les cratères lunaires contiennent plus de métaux comme le titane ou le fer que les astronomes ne le pensaient. Le problème majeur que cela engendre ? Cela contredit la théorie principale sur la formation de la Lune. Elle veut que le satellite naturel de la Terre soit en réalité issu de notre planète après qu'elle soit entrée en collision avec un objet spatial géant. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre pauvre en métal a beaucoup moins d'oxyde de fer que la croûte lunaire ? Cela veut peut-être dire que la Lune s'est formée à partir d'un matériau qui trouve sa source bien plus profondément dans notre planète. Ou bien, ces métaux peuvent avoir fait leur apparition quand la surface lunaire fondue a refroidi, petit à petit. La gravité de la Lune équivaut environ à 17% de la gravité terrestre. Si tu pesais 90 kg sur ta planète d'origine, sur la Lune, ton poids serait ramené à environ 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu pouvais porter sur Terre. Il serait aussi plus simple de marcher sur la surface de la Lune, mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, dans un costume d'astronaute lourd, s'enfonceraient de 15 cm dans le sol lunaire. Mais imaginons que tu décides plutôt de flotter dans les airs. Tu perdrais alors le contrôle de tes sauts en un rien de temps. D'ailleurs, la surface de la Lune regorge de cratères profonds. Il serait très difficile de tous les éviter. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une étendue liquide massive d'une substance mystérieuse. Elle était cachée sous la surface de la face obscure de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus gros que la grande île de Hawaï. Cet élément énigmatique se trouve à environ 322 km en dessous d'un énorme cratère qui est apparu à la surface lunaire il y a des milliards d'années. La goutte a très certainement quelque chose à voir avec une super collision. Il se peut que ce soit le cœur métallique de l'objet qui a frappé la Lune à cette époque. Les scientifiques ont hâte de mener à bien leur découverte. Cela expliquerait nombre de choses à propos du bassin pôle sud Aitken, le plus gros cratère connu du système solaire. S'il était sur Terre, ce bassin de forme ovale s'étirerait de Washington DC jusqu'au Texas. Il n'y a pas d'air sur le satellite naturel de la Terre, mais alors, comment peut-elle rouiller ? Les scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune. Et c'est une sorte de rouille. Un instrument spécial de recherche de la NASA a examiné la lumière reflétée sur la surface de la Lune. Il se trouve que la composition des pôles du satellite était très différente du reste. La surface de la Lune est dotée de rochers riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut apparaître. Les vents solaires sont venus s'ajouter au mystère. Ils ont bombardé la Lune d'hydrogène. Et l'hydrogène rend la formation de l'hématite encore plus difficile. Mais même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle comporte toujours des traces d'oxygène.
Sa source est la couche supérieure de notre atmosphère. La Terre protège aussi la Lune d'environ 100% des vents solaires, même si ce n'est pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est né sec, il se peut qu'il y ait de l'eau gelée dans les cratères ombragés de son autre facette. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle est en forme d'œuf. De plus, la masse centrale du satellite est décalée d'un peu plus d'1,6 km de son centre géométrique. La Terre et la Lune s'orientent graduellement vers différentes directions, aussi lentement que nos ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle du satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre. Il repousse la Lune. En retour, cela la fait bouger vers une orbite plus haute. Dans les temps préhistoriques, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous n'allons pas perdre la Lune. Plus elle va loin, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela veut dire que bientôt notre planète ne repoussera plus la Lune avec autant de force. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pour cela que les scientifiques peuvent retracer les impacts de cratères qui se trouvent à la surface à plusieurs milliards d'années. En donnant un âge à ces cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, ainsi que notre planète, avaient connu un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est aussi connu sous le nom de cataclysme lunaire. Cet intervalle a duré plusieurs centaines de millions d'années. À ce moment, un nombre incroyablement élevé d'astéroïdes est entré en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Il y a peut-être un labyrinthe de tunnels de lave sur la Lune. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont reçu les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une caverne massive sous la surface du satellite. D'environ 48 km de long et 96 km de large, la grotte pourrait bien être le résultat d'une activité volcanique datant de 3 milliards d'années. Après que les flux de lave ont durci, ils ont créé une croûte épaisse et solide à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué de s'écouler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. Bon nombre de trous découverts à la surface de la Lune par la NASA pourraient être les ouvertures de tunnels de lave. L'orbite de la Lune autour de la Terre ne forme pas un cercle, elle est ovale. C'est pour cela que la distance entre notre planète et le satellite varie d'une distance de 362 000 km à plus de 402 000 km. Il y a une très légère activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, les mini-tremblements de Lune, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se passent parfois à plusieurs kilomètres en dessous de sa surface. Ensuite, de petits craquements et fractures apparaissent sur la croûte et des gaz s'en échappent.